Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. La carte postale d'Anne Berest, publiée aux éditions Grasset, est un arbre généalogique gigantesque, dont les racines s'étendent de Moscou aux États-Unis, en passant par la Palestine et la France, son épicentre. À travers un roman autobiographique, Anne Berest nous entraîne dans le Paris de l'entre-deux-guerres, aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale et au son de l'antisémitisme. C'est donc Leila, la mère d'Anne Berest, qui reçoit un jour une carte postale anonyme avec 4 prénoms, griffonnés dessus, et qui date d'il y a 20 ans. L'occasion de replonger dans un passé douloureux, héroïque, de découvrir des femmes hors du commun, Myriam, Janine, qui ont aidé à la résistance. Anne Berest a mené une longue enquête pour découvrir la vie de ses ancêtres. En somme, un polar généalogique qui nous ébahit. Bonjour Anne Berest. Avec la carte postale, vous adoptez un ton journalistique et vous renouez avec la biographie. Vous aimez ça, mener l'enquête ? Oui, j'ai aimé mener cette enquête. Enfin, sur le moment, c'était difficile parce que même s'il y avait tous les éléments d'un polar, il y avait une carte postale anonyme, il y avait des gens qui avaient été assassinés, il y avait un détective privé. Tout était là, mais contrairement à un auteur de romans policiers, moi je ne savais pas si j'allais aller au bout de mon enquête. Et je ne savais pas si j'allais trouver une résolution. Et donc j'ai eu des grands moments de désespoir où je me disais que ce livre que j'étais en train d'écrire n'aurait pas de fin et que ça serait évidemment très décevant pour le lecteur. Donc cette enquête, elle a eu des moments de grande joie, notamment le fait de la partager avec ma mère, de passer ce temps-là avec elle. C'était tellement joyeux de pouvoir partager ces aventures. Mais en revanche, il y avait vraiment des moments où je me disais que j'arriverais jamais, que je trouverais jamais de résolution, que la vie ne m'apporterait pas de solution. Et donc, j'ai quand même mis 4 ans à faire cette enquête. Dans le livre, elle se passe sur quelques semaines. Tout semble s'enchaîner comme ça. De façon très fluide. Oui, facilement. Alors qu'en fait, en vrai, ça a été 4 ans, avec des moments où il ne se passait rien, des moments où je partais dans une totale fausse direction, des moments de désespoir. Donc, oui, cette enquête, j'ai à la fois aimé la mener, même si parfois c'était difficile. Avez-vous fait le voyage de Paris vers la zone libre ? Et si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté ? J'ai voyagé sur tous les lieux dont je parle dans le livre. Alors oui, je suis allée dans ce village où ma grand-mère a été cachée. Pour moi, c'est très important, quand j'écris, de me confronter aux lieux, de les regarder, de les sentir. Bon, j'ai pas poussé l'expérience jusqu'à la traverser dans un coffre de voiture. Caché dans le coffre, oui. Peut-être que j'aurais dû même essayer quelques minutes, mais je dois avouer que je ne l'ai pas fait. Ma claustrophobie, m'empêchant de pousser cette expérience. Mais je suis allée aussi dans le village où ils ont été arrêtés. Je suis allée... il y a un voyage que j'ai pas pu faire, il était programmé, mais c'est le voyage en Russie. Parce qu'avec le Covid, mes billets ont été perdus et puis après j'ai terminé le livre. Donc j'irai en Russie. Mais par exemple la ville de Haïfa dont je parle, voilà, tout ça c'est des endroits où oui, je suis allée. J'ai besoin de me confronter physiquement au lieu pour écrire. Votre roman ressemble, par moments, au roman feuilleton du 19e. Votre style est fluide, sans emphase. Pouvez-vous nous éclairer sur votre choix stylistique ? C'est vrai que la référence au feuilleton du 19e, elle est importante pour moi, et notamment dans la structure en chapitres. Ouais. Il y a une 40aine de chapitres qui sont courts,
comme chez les feuilletonistes, en effet. Et ma langue, pour ce livre-là, je l'ai souhaitée la plus claire, la plus limpide, la plus simple possible. Ce qui n'est pas si facile que ça. Écrire simple n'est pas simple. Ça demande beaucoup de travail. J'ai coupé 250 pages du livre, qui en fait 500. Donc en fait, j'ai coupé un tiers de plus du livre. J'écris par retrait. Mon premier jet est toujours très chargé. Et en fait, mon travail, c'est enlever jusqu'à... Je voulais que le livre soit comme une ligne claire. J'ai écrit des livres dans une autre langue, par exemple Les Patriarches, mon deuxième livre, a une langue beaucoup plus chaotique ou beaucoup plus nourrie. Oui, celui-là, je voulais qu'il ait quelque chose aussi qui se rapproche du polar, bien qu'il y ait des polars très très littéraires. Mais voilà, dans cette langue claire. Mais néanmoins, j'ai travaillé sur la langue pour que les passages qui se passent dans le passé et ceux qui se passent dans le présent ne soient pas écrits de la même façon. Ouais. Ce qui est dans le passé est écrit au présent, ce qui est dans le présent est écrit au passé. Donc j'ai fait comme ça ce mélange des temporalités pour essayer, dans mon travail, voilà, de rapprocher les époques. Pour tout ce qui est le travail, par exemple la première partie, j'ai beaucoup travaillé sur la langue yiddish, sur la culture yiddish, pour qu'en fait il y ait parfois des proverbes, ou en tout cas qu'on sente la langue, même si j'écris en français, mais qu'on sente cette culture yiddish qui passe dans les descriptions, dans les personnages. Voilà, ça c'est pour la première partie. Pour donner un exemple de la façon dont j'essaye de faire infuser le texte de certaines couleurs. Ce qui appartient au passé est peut-être plus écrit, plus littéraire que la langue contemporaine, où là il y a beaucoup de dialogue. Ouais. Voilà, c'est des choses que j'ai vraiment pensé, travaillé et voulu. Dans votre roman, Anne Berest, vous dressez le portrait de femmes extraordinaires. Vous faites également partie du collectif 50-50 qui promeut l'égalité homme-femme dans le cinéma. Pouvez-vous nous en parler ? Moi, j'ai toujours écrit sur les femmes. Mon premier livre, c'était l'histoire de 3 sœurs. Mon deuxième livre, sur une jeune femme. Mon troisième livre, sur Françoise Sagan. Oui. J'ai fait un livre qui est une comédie féministe, Recherche femme parfaite. Oui. Donc j'ai toujours écrit sur les femmes. Et en effet, peut-être est-ce parce que, je ne sais pas, le fait de venir d'une famille où les femmes sont si fortes. Moi, j'ai été élevée par une mère qui a fait partie de la génération des féministes MLF. Quand on était petite, ma grande sœur n'avait pas le droit de jouer au Barbie parce que c'était une mauvaise image de la femme. Ouais. Ma mère, je ne sais pas, n'a jamais utilisé un tube de rouge à lèvres de sa vie. C'était pas du tout la question. Donc, avec une mère très militante. Et moi, j'ai pensé que le travail était fait. À 20 ans, ouais, je vois. À 20 ans, je pensais que la question du féminisme, elle avait été réglée par la génération du dessus. D'accord ? Bien sûr. Ça, c'est-à-dire que si à 20 ans on pose la question « Est-ce que tu vis dans un monde libre pour la femme ?» Je réponds oui. 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, ayant traversé toute une première partie de ma vie professionnelle, alors là, je réponds non. Parce que je me rends compte sur 15-20 ans de la difficulté que demeure le fait d'être une femme. Et quand on crée le collectif 50-50, moi je me souviens, j'étais à la première réunion, on était 30, dans un petit bureau, c'était incroyable. On crée ce collectif sans songer qu'il allait avoir cette importance-là. C'était extraordinaire. On a organisé la marche des femmes, la montée des marches à Cannes. Et des 82 femmes, voilà, ça a été des moments inouïs. Maintenant, je me rends compte, moi je travaille et dans le monde du cinéma et dans le monde de la littérature.
Et là, j'ai commencé à dire aux filles, il va falloir qu'on fasse un collectif 50-50 pour la littérature. Parce que ce qu'on a fait avec les filles du cinéma, dans le monde des livres, c'est énorme ce qu'il y a à faire. Donc oui, je suis féministe, c'est-à-dire que je m'engage dans un combat, et dans un combat où il est très important pour moi de me revendiquer à l'endroit de la femme, à l'endroit des notions d'égalité. C'est un combat concret. Et puis j'ai 2 filles. Quand on a 2 filles, on est un peu féministe aussi. Pouvez-vous nous parler de Janine, votre grande-tante ? Janine est une des premières femmes médaillées de la Résistance dès mai 1943, des mains du général de Gaulle. Il y a elle et Lucienne Cloarec, qui est une Bretonne qui a vu son frère fusillé devant elle, qui traverse la Manche sur un bateau pour rejoindre le général. Donc Janine est cette femme-là, hors du commun, hors norme, mais comme beaucoup de femmes, jamais de sa vie par la suite, elle ne voudra revenir sur ses faits héroïques, sur ses exploits, jamais elle ne mettra en scène tout ce qu'elle a fait, elle a risqué sa vie plus d'une fois, et de nombreuses femmes ont eu cette attitude-là, c'est-à-dire de ne pas vouloir se mettre en avant après-guerre. Quand on pense aux résistants, quand on pense c'est toujours des hommes qu'on voit. Et les femmes ont été très très peu mises en avant, alors que pour beaucoup, elles ont été très fortes, très courageuses. Et certaines donc, ont dirigé des réseaux, comme Janine, qui a créé ce réseau qui s'appelait Gloria SMH, qu'elle a co-créé avec un homme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau dans lequel elle puisait chez les amis de ses parents. Oui. Donc c'est un réseau d'artistes. C'est un réseau d'artistes. Donc par exemple, elle demande à Samuel Beckett de traduire pour les microfiches, mais parce que c'est un ami de la famille. Et qu'il est inconnu, il a déjà écrit son premier roman. Sûrement, c'est sans soin. Exactement. Et il cache les feuilles qu'il traduit entre les pages de son manuscrit. Donc voilà, c'est d'abord il y avait l'avantage, c'est que c'était quelqu'un évidemment qui parlait parfaitement anglais. Et puis les artistes étaient à cette époque des gens qui avaient l'habitude de voyager. Il faut se souvenir que dans les années 40, il y avait des gens même qui n'avaient jamais pris un train de leur vie. Ouais, bien sûr. Or, les artistes, eux, étaient cosmopolites et avaient l'habitude de passer des frontières, etc. Donc, quand vous avez besoin de faire quelque chose de très dangereux qui vous met en péril, si vous-même vous avez déjà voyagé, vous pouvez plus facilement passer inaperçu ou garder votre calme que quelqu'un qui prendrait le train pour la première fois de sa vie. Et puis, c'est un réseau dans lequel il y avait son co-directeur, lui était professeur de lycée. Donc, il y avait plein de professeurs dans l'autre partie, du réseau. Donc voilà, c'était vraiment un réseau artiste et intellectuel. Donc Janine, ensuite, c'est fou ses destins. Elle a une vie héroïque. Et puis après, le reste de sa vie, elle mène sa vie de femme très, très tranquillement. Compte tenu du contexte actuel et de la tentation du repli identitaire manifeste en Europe, comment situez-vous votre livre qui parle de la Shoah ? J'ai été très heureuse d'avoir demandé à mon éditrice de ne pas se couper certains passages du livre. Par exemple, dans le livre, j'explique bien comment petit à petit on passe d'abord des juifs étrangers envoyés dans les camps, que c'est la première étape. Les juifs français vont être ensuite envoyés dans les camps. D'accord ? Donc, quand quelqu'un comme Zemmour dit « Pétain a fait des ordonnances pour dire que seuls les juifs étrangers iraient dans les camps ». Oui, si on prend que les ordonnances de 40, on peut affirmer ça historiquement, mais c'est dégueulasse, puisque après, en 41 et 42, d'autres ordonnances envoient aussi les juifs français. Donc, c'est une réécriture de l'histoire. Et je trouve que c'est important que ce livre, qui a le Renaudot des lycéens, qui est lu par la jeunesse,
reviennent très précisément sur ces questions-là. Et sur les questions des dénaturalisations, c'est-à-dire que ce que faisait Vichy, c'était d'enlever la nationalité française à des juifs avant de les envoyer en camp. Donc sur les listes officielles, ils étaient inscrits comme juifs étrangers. Mais 15 jours avant, ils étaient français. Et ils étaient français depuis 30 ans. Donc, pour moi, c'est très, très important de revenir là-dessus. Je parle aussi, c'est très important, encore une fois, par rapport à ce qui se passe et par rapport aux déclarations qu'on a entendues. Je raconte que en 1956, quand Nuit et brouillard sort, doit être projeté au Festival de Cannes, la censure demande à ce qu'une image soit coupée et que cette image, c'est l'image des gendarmes français devant Pithiviers. Bien sûr. On est en 1956 et on a déjà cette idée récurrente qu'il ne faut pas associer les gendarmes français à l'idée de collaboration. Idée qui va revenir récemment dans les propos d'Éric Zemmour. Pour toutes ces raisons-là, j'étais heureuse que mon livre soit sorti avant de pouvoir dire mais attendez, dans toutes les rencontres que j'ai fait en librairie, c'est voilà, je vous explique clairement, j'ai les chiffres, j'ai les dates. En fait, pour pouvoir répondre à quelqu'un comme lui qui travaille sur des moitiés de vérité, il faut connaître toute la vérité. Donc il faut avoir un savoir. Tout à fait, ouais. Et qu'il faut maîtriser. Et que moi, j'ai pu maîtriser parce que ça fait 4 ans que je travaille sur le sujet. Et que les journalistes qui sont en face de lui, en direct, n'ont pas forcément en tête toute cette science-là. Parce que quand on est dans le feu d'une interview... Donc, c'est pour ça que nous, les écrivains, les intellectuels, on a une place importante aussi dans le fait de travailler sur ces sujets, d'en être plein, d'avoir travaillé sur les livres d'histoire et d'être très clair, de pouvoir répondre très clairement pour transmettre sur ce qui se passe. Et donc, voilà, j'ai rarement été aussi heureuse d'avoir autant travaillé que ces dernières semaines où je me rendais compte que voilà, il y a des dérives de la pensée qui sont très très graves et qu'il faut combattre par le savoir. Anne, pourriez-vous nous lire un extrait de votre livre ? Claire, je t'ai téléphoné ce matin pour te dire que je voulais te parler d'un sujet, mais qu'il fallait mettre mes idées par écrit, les ranger, alors voilà. Tu sais que je suis en train d'essayer de comprendre qui a envoyé la carte postale anonyme à notre mère, Lélia, et bien évidemment, cette enquête remue des choses en moi. Je lis beaucoup de livres et je suis tombée sur cette phrase de Daniel Mendelssohn dans L'étreinte fugitive. Il dit « Comme de nombreux athées, je compense par la superstition et je crois au pouvoir des prénoms. » Le pouvoir des prénoms. Ça m'a fait un drôle de truc, cette phrase, tu vois. Ça m'a fait réfléchir. J'ai réalisé qu'à la naissance, nos parents nous ont donné comme deuxième prénom, à l'une à l'autre, des prénoms hébreux, des prénoms cachés. Je suis Myriam et tu es Noémie. Nous sommes les sœurs Berest, mais à l'intérieur de nous, nous sommes aussi les sœurs Rabinovitch. Je suis celle qui survit, et toi, celle qui ne survit pas. Je suis celle qui s'échappe, et toi, celle qu'on assassine. Je ne sais pas quel est le plus mauvais costume à endosser. Sur cette réponse, je ne parierai pas. C'est perdant-perdant, cet héritage-là. Nos parents avaient-ils réfléchi à cela ? C'était une autre époque, comme on dit. Anne Berest a reçu le prix Renaudot des lycéens pour la carte postale. Elle est l'autrice, entre autres, des romans Les Patriarches et Recherche femme parfaite aux éditions Grasset. Elle a coécrit Gabrielle avec sa sœur Claire Berest chez Stock.